Dans cet épisode, nous explorerons Spinoza pour déconstruire l'idée que le pardon est toujours une vertu. Nous verrons comment le libre arbitre peut être une illusion et le visage manipulateur derrière la supériorité morale de ceux qui pardonnent. Comprenez pourquoi la raison est bien plus libératrice que le pardon traditionnel. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment transformer vos blessures en puissance d'agir et vous libérer enfin du ressentiment. Commençons. Avez-vous déjà songé que votre pardon pourrait, au fond, être un aveu d'ignorance? L'expression est dure, mais elle ouvre la porte à la pensée de Spinoza. On nous a appris que pardonner est un acte de grandeur, un choix noble que nous faisons pour absoudre celui ou celle qui, de son plein gré, a décidé de nous blesser. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette décision de vous blesser n'a jamais existé comme vous l'imaginez? Le coup que Spinoza porte à notre morale traditionnelle commence ici. Nous croyons au pardon parce que nous croyons à un mensonge commode appelé libre arbitre. Pour ce philosophe, l'idée qu'un être humain aurait pu agir autrement est aussi absurde que d'attendre d'une pierre, en pleine chute, qu'elle s'arrête en plein vol et retourne au sommet de la falaise. Nous nous sentons blessés et cherchons immédiatement un coupable, quelqu'un à qui imputer l'entière responsabilité d'une faute émotionnelle, mais nous ignorons les rouages infinis qui ont conduit cette personne jusqu'à l'instant de l'erreur. Imaginez une pierre dévalant une montagne. Si par miracle cette pierre prenait conscience à mi-chemin, elle croirait sans doute choisir sa trajectoire, éviter volontairement un obstacle et que tomber est son propre désir. Nous sommes exactement comme cette pierre. Nous sommes plongés dans un déterminisme absolu. Chaque parole agressive entendue, chaque trahison subie, chaque déception vécue n'étaient pas des choix aléatoires de méchants de film. C'étaient les conséquences nécessaires d'une chaîne de causes qui remonte à l'infini. La personne qui vous a blessé est le fruit d'une éducation particulière, de traumatismes d'enfance jamais guéris, d'une chimie cérébrale momentanée, de pression sociale et d'une série d'événements qu'elle-même ne comprend pas. Lorsque vous dites pardonner à quelqu'un, vous présupposez que cette personne avait le pouvoir absolu d'agir autrement. Mais pour Spinoza, si vous connaissiez chaque détail de la vie, de l'esprit et du corps de cette personne, vous verriez qu'à cet instant précis, il lui était impossible d'agir autrement. Cette conception vide le pardon de tout son sens. Réfléchissez-y. Pardonnez-vous à la pluie d'avoir mouillé votre costume neuf? Pardonnez-vous au feu de vous avoir brûlé la main si vous l'y avez mise? Bien sûr que non. Vous comprenez la nature de l'eau et celle de la chaleur. Le problème, c'est que, face aux êtres humains, nous ignorons tout des causes. Ne comprenant pas pourquoi certains mentent, volent ou agressent, nous inventons la fiction du mal volontaire, pour justifier notre propre justice morale. Le pardon devient alors un prétexte à notre incompréhension. Quand on comprend que l'autre est un mécanisme mu par des forces dont il n'a pas conscience, la haine perd sa cible. Il n'y a pas de moi, souverain en nous, qui décide de vous détruire. Il n'y a que la façon dont la nature réagit aux pressions qu'elle subit. Cela n'efface pas le mal, mais cela dissipe l'aura mystique du péché qui entoure l'offense. Si tout arrive est nécessaire et déterminé par les lois de la nature, alors le pardon devient une tentative arrogante d'absoudre l'univers de son état. Nous passons notre vie entière à porter le poids de ceux qui nous ont blessés, comme si ces personnes possédaient un pouvoir divin pour modifier le destin. Spinoza nous invite à baisser notre garde et à observer la réalité avec la froideur d'un scientifique et la profondeur d'un sage. Lorsque vous regardez en face celui qui vous a fait souffrir et que vous percevez les chaînes invisibles qui le retiennent prisonnier, son insécurité, la peur du rejet qui l'a poussé à mentir, le besoin d'affection qui l'a conduit à trahir, votre colère cède la place à une lucidité saisissante. Vous réalisez que l'autre est tout autant esclave de ses passions que vous. Le déterminisme n'est pas une excuse pour l'erreur, mais son explication ultime. Dans le schéma spinoziste, l'univers est une substance unique, et nous ne sommes que des vagues dans cet océan. Une vague en heurte une autre non par choix, mais sous l'effet du vent et de la marée. En comprenant cela, vous cessez de gaspiller votre énergie à regretter ce qui aurait dû être, et vous commencez à accepter ce qui est. Cette déconstruction du libre arbitre est libératrice, car elle nous affranchit du rôle de victime d'un complot cosmique. S'il n'y a pas eu de volonté délibérée de vous nuire,
alors il n'y a pas de dette éternelle à payer. Le problème, c'est que notre culture est accro à l'idée de responsabilité morale individuelle. Nous aimons juger, pointer du doigt, puis, dans un élan de fausse sainteté, pardonner. Mais ce besoin de pardonner révèle quelque chose de bien plus sombre en nous-mêmes que chez celui qui nous a agressés. Il révèle que nous sommes encore prisonniers de l'illusion d'être des dieux capables de décider du bien et du mal dans le comportement d'autrui. Spinoza nous invite à abandonner ce fantasme. Si cette personne n'aurait pas pu agir autrement, pourquoi vous croyez-vous encore en droit de vous ériger en juge suprême? L'impact de cette idée sur la vie quotidienne est considérable. Imaginez qu'un ami vous trahisse. Votre premier réflexe serait de le considérer comme une mauvaise personne. D'un point de vue spinoziste, vous analyseriez son caractère comme une combinaison de causes physiques et psychologiques. Il a agi conformément à sa nature à ce moment précis. Si sa nature est d'être instable ou lâche, il n'a fait que manifester ce qu'il est. Exiger sa loyauté serait comme exiger d'un bananier qu'il porte des pommes. La souffrance provient de notre attente que les autres agissent contre leur nature pour satisfaire nos désirs. Lorsque nous acceptons le déterminisme, nous cessons de lutter contre les faits et commençons à comprendre la structure de la réalité. L'offense cesse d'être une attaque personnelle et devient un événement naturel. C'est un processus de dépersonnalisation de la douleur qui nous permet de respirer sans l'oppression thoracique causée par une indignation constante. Cependant, cette acceptation de la nature humaine n'est pas une invitation à la passivité. Comprendre que l'autre personne n'avait pas le choix ne signifie pas qu'il faille la laisser continuer à nous opprimer. Mais notre réaction se transforme. Elle cesse d'être une vengeance émotionnelle et devient un acte de préservation. On prend ses distances avec une personne nuisible pour la même raison qu'on se tient à distance d'un précipice, non par haine du vide, mais par amour pour sa propre intégrité physique. Le pardon traditionnel, en revanche, nous maintient souvent liés à l'agresseur par un lien moral paralysant. On pardonne, mais on continue d'attendre un changement qui ne viendra peut-être jamais, car cette personne reste mue par les mêmes vieilles motivations. La lucidité de Spinoza nous libère de ce cycle d'espoir et de désillusion. Au terme de cette première réflexion, nous réalisons que le pardon est un concept qui ne survit que tant que nous ignorons la nature profonde de l'âme humaine. Il a besoin de l'ombre de l'ignorance pour briller comme une vertu. Si l'on éclaire le monde de la raison et que l'on découvre les ficelles qui animent chaque être humain, le théâtre du jugement moral s'effondre. Mais si le pardon repose sur une illusion concernant l'autre, que révèle-t-il de celui qui pardonne? S'il n'y a pas de coupable à absoudre, pourquoi ressentons-nous ce besoin impérieux de prononcer ces mots « Je te pardonne » ? Se pourrait-il qu'entendant cette main prétendument généreuse, nous dissimulions un désir secret de pouvoir et une violence déguisée en bienveillance, si le pardon n'est pas le remède promis? N'est-il pas en réalité un moyen de maintenir notre supériorité morale, tout en entretenant la plaie sous un pansement doré? Si le premier impact de la philosophie de Spinoza a été de briser l'idée que l'autre personne choisissait librement de nous blesser, le second est encore plus dérangeant car il nous renvoie notre propre image. J'ai souvent vu, dans des conversations de café ou des séances de confidence, cette personne déclarer fièrement « Je suis une personne de lumière, j'ai déjà pardonné à celui ou celle qui m'a trahi. » Mais si nous regardons avec le regard clinique et critique de Spinoza, cette prétendue lumière n'est peut-être qu'un projecteur servant à illuminer notre propre vanité. Soyons honnêtes, lorsque vous prononcez « Je te pardonne », vous établissez instantanément une hiérarchie. Dès que ces mots sortent de votre bouche, vous vous hissez sur le trône du juge et placez l'autre personne à genoux, dans la position de l'accusé. Le pardon, le plus souvent, n'est pas une libération. C'est un atout moral que l'on garde précieusement pour s'assurer, dans cette relation, d'avoir toujours le dernier mot et le statut d'âme supérieure. J'ai observé cette dynamique se répéter dans des mariages de 10 ou 20 ans, où une erreur passée est pardonnée, mais jamais vraiment effacée. Le pardon devient une arme de manipulation passive-agressive. Spinoza a compris que cette prétendue vertu dissimule une forme très subtile de violence morale. En pardonnant, on confirme l'existence d'une dette. On dit à l'autre « Tu me dois une gratitude éternelle, car j'ai pu supporter ton échec et malgré tout t'absoudre. » Cela crée un lien de dépendance psychologique où l'agresseur devient un débiteur éternel et la victime, un créancier de sainteté.
C'est un jeu de pouvoir déguisé en spiritualité. Celui qui pardonne se sent fortifié par l'échec de l'autre. C'est presque comme s'il avait besoin que l'autre se trompe pour briller dans son rôle de martyr compréhensif. Ce besoin d'effacer les fautes de l'autre est au fond l'arrogance de se croire investi d'une autorité divine pour effacer ce que la nature a produit. Cette posture de supériorité, Spinoza la nomme passion triste. Même si elle paraît positive, elle naît de la tristesse, de l'affaiblissement de la volonté d'exister. Se concentrer sur le pardon, c'est entretenir la plaie sous un pansement doré. J'ai vu des gens s'enorgueillir de leur capacité à pardonner, mais qui passent leur journée à ressasser le passé pour retrouver un sentiment de bienveillance. C'est une addiction au ressentiment. Pour pratiquer le pardon, il faut entretenir l'offense. Si l'on oubliait ou comprenait véritablement les causes, il n'y aurait plus rien à pardonner. Le pardon est donc un mécanisme qui préserve la douleur afin d'en extraire un plaisir morbide de supériorité. C'est la vanité qui se nourrit de déchets émotionnels. Spinoza nous avertit que celui qui pardonne est souvent plus malade que celui qui a commis l'erreur, car il a transformé son impuissance en un théâtre de vertu. Un autre phénomène que j'observe fréquemment dans les relations familiales est l'utilisation du pardon comme instrument de chantage affectif. Vous connaissez ce père ou cette mère qui dit « Je te pardonne de m'avoir tant déçu ». Cette phrase est chargée d'un fardeau de culpabilité que l'enfant ne pourra jamais rembourser. Le pardon devient une entrave. Selon Spinoza, il s'agit d'une manipulation des affections. Au lieu d'affronter sa douleur de manière directe et rationnelle, on la dissimule sous une apparence de noblesse qui contraint l'autre à aimer par gratitude et non par libre désir. C'est une forme de domination qui s'exerce sur le terrain de la morale. Celui ou celle qui pardonne s'arroge le droit de définir le bien et le mal pour autrui, se comportant comme le représentant officiel de la justice universelle au sein du foyer. Mais qui vous a conféré ce statut de juge? Qui a décrété que votre critère moral était la mesure exacte de la réalité? En pardonnant, vous niez l'humanité de l'autre, le traitant comme un sujet qui a besoin de votre bienveillance pour survivre socialement. Spinoza insiste avec force sur le fait qu'assumer sa propre colère est bien plus sain que de feindre le pardon, ce qui ne fait qu'alimenter l'ego. La colère est une émotion directe, une réponse à la perte de notre pouvoir. Le pardon moralisateur est une émotion de second ordre, une construction mentale qui nous sert à masquer notre souffrance et notre incapacité à nous en remettre. J'ai vu des gens se perdre dans des spirales de développement personnel à tenter de pardonner l'impardonnable, alors qu'en réalité, ils aspiraient à crier leur colère. Le problème, c'est que notre culture nous enseigne que ressentir de la colère est bas et pardonner élevé. Spinoza déconstruit cette pyramide. Pour lui, la clarté est essentielle. Si vous pardonnez pour vous sentir supérieur à l'autre, vous ne faites qu'échanger votre souffrance contre un péché d'orgueil. Vous restez prisonnier de l'événement, prisonnier de l'agresseur, et votre joie est illusoire, fondée sur le dénigrement d'autrui. Cette arrogance du pardon nous empêche aussi de voir que nous sommes faits de la même substance que celui qui nous a blessés. En me plaçant dans la position de celui qui pardonne, je trace une ligne de démarcation. Je suis le bon, tu es le mauvais, je suis le juge, tu es le condamné. Cette séparation est une illusion qui nous éloigne de la vérité de la nature humaine. Spinoza nous enseigne que nous sommes tous des modes d'une même réalité et que nous agirions tous dans des conditions justes ou injustes, exactement de la même manière. Lorsque je pardonne avec condescendance, je nie ce lien. Je prétends être au-dessus des lois qui régissent l'esprit humain. C'est une façon de nous isoler dans une bulle de perfection illusoire. En fin de compte, le pardon traditionnel est un acte d'isolement, tandis que la compréhension, telle que la propose Spinoza, est un acte d'union et de réalisme. Pour ceux qui aspirent à une vie de liberté, ce pardon clé est un piège des plus redoutables. Il nous enchaîne au passé avec des chaînes illusoires, certes, mais des chaînes tout de même. Maintenir cette posture de pardon exige une énergie considérable. Jouer les saints est épuisant. Devoir faire preuve de magnanimité à chaque rencontre avec celui qui nous a offensés est exténuant. Pire encore, ce pardon empêche l'autre de progresser,
car on lui rappelle sans cesse qu'il a été absous par une bonté qu'il ne possède pas. C'est un cycle d'humiliation déguisé en charité. Spinoza nous invite à rompre ce jeu. Il nous invite à considérer l'agresseur non comme quelqu'un qui nous doit quelque chose, mais comme quelqu'un qui a agi selon un besoin que nous ne comprenons pas encore pleinement. Si nous cessons de vouloir sauver la moralité d'autrui par le pardon, que reste-t-il? Si je renonce à ce pouvoir d'absoudre l'autre et que j'admets n'être le juge de personne, comment gérer la douleur qui demeure en moi? Comment échapper à ce labyrinthe d'ego où l'un blesse et l'autre pardonne pour se sentir supérieur? La voie de Spinoza n'est pas la sainteté, mais l'intelligence. Il nous pousse vers un lieu où la question « dois-je pardonner ?» perd tout son sens, car l'attention n'est plus portée sur la faute de l'autre, mais sur notre propre capacité à comprendre la vie. Mais cette compréhension froide et rationnelle est-elle capable de guérir le cœur? Comprendre les causes d'une blessure suffit-il à apaiser la douleur? Ou existe-t-il un chemin qui transforme cette clarté en quelque chose de bien plus puissant et joyeux que n'importe quelle absolution morale? Après avoir déconstruit l'illusion du libre arbitre et dénoncé l'arrogance qui se cache souvent derrière le pardon, nous arrivons au cœur de la philosophie de Spinoza. Que faire concrètement de la blessure qui demeure? J'ai vécu cette transformation lorsque j'ai cessé de vouloir être un saint qui pardonne et que j'ai commencé à chercher à être un homme compréhensif. J'ai passé des mois à ruminer une trahison professionnelle qui m'a coûté cher, financièrement et en termes de sommeil. J'ai essayé de pardonner, j'ai prié, j'ai médité, me disant que cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais c'était un mensonge. La douleur persistait, car je restais focalisé sur le manque de caractère de l'autre. Ce n'est qu'en appliquant la logique de Spinoza que tout a basculé. J'ai cessé de me demander comment a-t-il osé faire ça? Et j'ai commencé à chercher quelles forces l'ont poussé à agir ainsi. J'ai découvert que cette personne était criblée de dettes, rongée par une peur panique de décevoir sa famille et par une insécurité maladive. Dès que cette prise de conscience m'est apparue, quelque chose s'est produit que le pardon moral n'aurait jamais pu accomplir. Ma colère s'est dissipée, non pas parce que je suis devenu un maître zen, mais parce que la haine exige de voir un monstre de l'autre côté. Quand on ne voit qu'un être humain limité, effrayé par les aléas de la vie, le monstre meurt et la haine n'a plus d'endroit où se loger. Voici le passage de la tristesse à la force. Pour Spinoza, la tristesse est tout ce qui diminue notre volonté d'exister, nous amoindrit et nous rend moins capables d'agir dans le monde. Le ressentiment est l'état ultime de cette tristesse. C'est comme boire du poison en attendant que l'autre en meure. Comprendre les causes du mal qui nous a été fait est l'antidote ultime, car la raison est, par définition, un accroissement de force. Quand on comprend les lois de la nature humaine, on cesse d'être le jouet des émotions d'autrui. J'ai vu des personnes qui, en comprenant que l'agression d'un père ou d'un conjoint était la conséquence inévitable d'une vie de maltraitance et d'ignorance, ont enfin réussi à se libérer du poids de cette douleur. Elles n'ont pas pardonné au sens religieux du terme en accordant l'indulgence. Elles sont simplement devenues trop intelligentes pour continuer à souffrir de quelque chose qui ne pouvait être autrement. La compréhension est la seule chose qui coupe véritablement le cordon ombilical qui nous lie à l'agresseur. Tant qu'on pardonne, on continue de se confronter au passé. Quand on comprend, on envisage l'avenir avec une clarté qui permet de décider. Maintenant que je comprends comment vous travaillez, je choisis de ne plus être près de vous. La joie spinoziste découle de cette maîtrise de la réalité. C'est la profonde satisfaction de ceux qui ne sont plus dupés par les apparences. J'ai vu beaucoup de gens confondre cette compréhension avec une acceptation passive ou le fait de fermer les yeux sur les erreurs d'autrui. C'est exactement le contraire. Spinoza nous dit que la compréhension est le fondement de l'action efficace. Si je comprends qu'un aliment est mauvais pour moi, je n'ai pas besoin de le pardonner. J'arrête simplement d'en manger. Si je comprends qu'une personne est mue par des causes qui la rendent toxique ou dangereuse, je prends mes distances avec la même simplicité que celle avec laquelle je m'éloigne d'un feu. Il n'y a ni drame, ni larmes, ni fardeau d'une rancune tenace. Il y a seulement la gestion intelligente de sa propre vie. Le pouvoir d'agir est notre capacité à rechercher ce qui est bon pour nous et à éviter ce qui nous détruit, sans avoir besoin de porter le masque d'une victime blessée. Ce changement de perspective nous permet de transformer un événement traumatique
en un tremplin vers la maturité. Au fil des centaines de conversations que j'ai eues sur ce sujet, j'ai compris que la plus grande difficulté est de se détacher du « pourquoi moi ?» Cette question est un véritable gouffre énergétique. Spinoza nous enseigne à remplacer le « pourquoi » par le « comment ». Comment ce sentiment s'est-il formé? Comment cette situation a-t-elle altéré ma joie? En nous concentrant sur le fonctionnement des choses, nous devenons les architectes de notre propre esprit. Je me souviens d'une situation où j'ai été lésé au sein d'un groupe d'amis. Au lieu de chercher à me faire pardonner pour me sentir supérieur, j'ai analysé le fonctionnement de ce groupe. J'ai constaté que l'envie et le besoin d'appartenance étaient les moteurs de ces personnes. Cette prise de conscience m'a apporté une immense paix. Je n'avais plus besoin de leur pardon, ni de leur pardonner. J'ai simplement compris que cet environnement n'était plus compatible avec mon énergie vitale. Je suis parti non pas blessé, mais ayant appris à décrypter les passions humaines. La véritable liberté n'est pas le pardon. C'est l'autonomie de ne pas laisser l'erreur d'autrui dicter les sentiments de notre âme. Ce cheminement que nous avons entrepris aujourd'hui, de la chute de la pierre de la conscience à la construction de cette force intérieure, nous montre que la pensée critique est un outil de survie émotionnelle. Spinoza ne souhaite pas que vous soyez bon envers autrui par obligation morale. Il souhaite que vous soyez fort et joyeux pour vous-même, car seule une personne joyeuse peut être véritablement utile au monde. Le pardon traditionnel nous maintient souvent dans un état d'infériorité, prisonnier d'un cycle de culpabilité et d'absolution. La compréhension, elle, nous élève. Elle nous permet de contempler la tragédie humaine avec une curiosité bienveillante, comme le disait le philosophe, en comprenant que chacun de nous agit exactement selon sa nature, à chaque instant. Si vous voulez cesser de souffrir des injustices subies, cessez de chercher à pardonner et commencez à chercher à comprendre. La lumière de la connaissance consume le ressentiment, ne laissant subsister que votre force, prête à être mise au service de ce qui compte vraiment, votre propre épanouissement. Si cette exploration de la philosophie de Spinoza a changé votre regard sur vos griefs et vous a apporté une nouvelle clarté quant au poids que vous portez, n'hésitez pas à la partager. Laissez un j'aime pour que ce message puissant atteigne davantage de personnes prisonnières du ressentiment. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de la vie et de l'esprit humain. Dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il soit plus facile de pardonner ou d'essayer de comprendre? Je souhaite vraiment connaître votre avis et vos expériences. Et n'en restez pas là. Regardez les autres vidéos de la chaîne pour continuer à développer votre esprit critique et à faire de la philosophie un outil pratique pour votre quotidien. À bientôt dans une nouvelle vidéo.